Des ingénieurs nazis dressent des chiens explosifs pour détruire des chars, des canons ferroviaires de 1350 tonnes tirent des obus lourds comme des voitures. Des chauves-souris transportent des bombes incendiaires dans les villes japonaises en papier et bois. Mais quelle arme bizarre s'est révélée trop dangereuse même pour ses propres créateurs. Lorsque la guerre consomme tout, les armées ont besoin de plus que de simples soldats et de plans. Elles ont besoin d'idées folles, d'actions urgentes et du courage d'essayer tout ce qui pourrait fonctionner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque champ de bataille est devenu un terrain d'essai. Une pensée intelligente n'était plus seulement utile. Elle était devenue une question de vie ou de mort. De nouvelles armes apparaissaient plus rapidement que jamais. La pression pour battre l'ennemi, riposter ou le détruire en premier poussait les inventeurs à travailler à une vitesse fulgurante. Les batailles devenaient impossibles à prévoir. Les ingénieurs concevaient des bombes qui volaient sur des ailes vivantes. Ils construisaient des canons si énormes qu'ils avaient besoin de trains entiers pour les déplacer. Ils entraînaient des chiens à faire exploser des chars. Ils créaient des armes si bizarres que même leurs inventeurs se demandaient si elles fonctionnaient. Rien ne semblait trop fou si cela pouvait aider à gagner la guerre. Être intelligent devenait dangereux. La science s'est transformée en un autre type de champ de bataille. Que se passe-t-il lorsque la pensée intelligente cède la place à l'action désespérée? Quel type de guerre commence lorsque toutes les règles disparaissent? Et combien de ces idées folles ont survécu après la fin des combats? C'était la guerre totale, la naissance de l'invention incontrôlée. La Seconde Guerre mondiale a changé à jamais la façon dont la science et la destruction travaillaient ensemble. Entre 1930 et 1945, le monde a vu la technologie progresser plus vite que jamais. Le besoin désespéré de gagner poussait les ingénieurs, les scientifiques et les concepteurs militaires bien au-delà des limites normales de la fabrication d'armes. Ce n'était pas simplement une guerre de chiffres ou de stratégie, c'était une course impitoyable pour la meilleure technologie. Chaque côté dépensait d'énormes sommes d'argent à la recherche de cette arme parfaite qui ferait basculer l'équilibre vers la victoire. L'ensemble de l'idée de l'invention militaire a complètement changé pendant ces 6 années. Des choses qui prenaient auparavant des décennies à développer en temps de paix devaient maintenant être prêtes en quelques mois ou même en quelques semaines. La pression constante de la lutte active transformait les champs de bataille en laboratoires d'essai où des prototypes à peine essayés faisaient des phases directement au feu ennemi. Cette course extrême a créé des développements qui remettaient en question non seulement la pensée militaire, mais aussi les lois mêmes de la physique et de l'ingénierie. L'Allemagne menait cette course vers l'extraordinaire. Le gouvernement nazi a construit un système de sciences militaires sans égal. Ils ont rassemblé des milliers d'ingénieurs dans des lieux secrets, comme Peenemünde, où les premiers missiles guidés de l'histoire sont nés. Sous le ministère de l'Armement d'Albert Speer, des unités spéciales comme le Bureau des armes spéciales ont émergé. Ce groupe s'occupait d'idées trop radicales pour les départements normaux. Cette obsession allemande pour la technologie extrême s'est intensifiée lorsque la guerre a tourné contre eux. Elle alimentait leur propagande sur des armes miraculeuses qui seraient censées changer le destin de leur nation. La croyance nazie en des armes miraculeuses n'était pas seulement de la propagande, c'était une politique militaire qui privilégiait l'innovation perturbatrice à la production de masse. Pendant que les États-Unis construisaient des milliers de bombardiers B-24 et que l'Union soviétique produisait d'énormes quantités de chars T-34, l'Allemagne misait sur la création d'une douzaine de prototypes révolutionnaires. Cette approche y a créé de réelles innovations qui ont influencé les décennies ultérieures. Mais elle a également produit des dispositifs dont l'utilité frôlait l'absurde. De l'autre côté de l'Atlantique, la Grande-Bretagne a répondu avec sa propre version de l'expérimentation extrême. Winston Churchill a autorisé la création du Special Operations Executive. Cette organisation combinait espionnage traditionnel et innovation technologique radicale. Les laboratoires du
SOE ont développé tout, des crayons explosifs aux dispositifs de sabotage déguisés en objets du quotidien. En même temps, la direction du développement des armes diverses travaillait sur des projets qui dépassaient les limites normales, des tanks amphibies aux fusées propulsées par d'énormes roues. Les États-Unis ont établi le bureau des services stratégiques, qui est devenu plus tard la CIA. Ce groupe a rassemblé des scientifiques des meilleures universités dans des programmes classifiés. Les laboratoires américains ne se concentraient pas seulement sur la bombe atomique. Ils exploraient tout, des produits chimiques de contrôle mental au système, utilisant des animaux pour des missions de combat. La puissance industrielle américaine a permis même aux idées les plus folles de bénéficier de financement et d'un développement complet. Certaines ont atteint des phases d'essai avec des résultats destructeurs inattendus. L'Union soviétique, confrontée à la plus grande invasion de l'histoire, a adopté une approche pratique mais tout aussi radicale. La pensée soviétique se concentrait sur des solutions simples et bon marché pouvant être utilisées rapidement au front. Cela a conduit à des systèmes qui semblaient primitifs mais se sont révélés très efficaces au combat. L'armée rouge a expérimenté des ressources biologiques, des dispositifs de télécommande de base et des tactiques qui enfreignaient toutes les règles militaires précédentes. Le Japon, coupé géographiquement et limité en ressources, a développé une philosophie militaire combinant la tradition samouraï avec une innovation technologique extrême. Leur doctrine du sacrifice total est devenue réelle dans des armes conçues spécifiquement pour des missions suicides. Des avions fusées pilotés aux sous-marins minuscules, ce n'étaient pas des idées désespérées de dernière minute, ce sont des développements planifiés, testés et effectivement utilisés. Ils reflétaient un état d'esprit militaire qui privilégiait l'impact psychologique et l'efficacité destructrice à la survie de l'opérateur. Cette poussée mondiale vers l'expérimentation militaire radicale a produit des armes qui remettaient en cause les catégories normales. De nouveaux dispositifs émergeaient qui combinaient ingénierie aéronautique et système de contrôle animal. D'autres mélangeaient la puissance des fusées avec des structures en bois. Des véhicules redéfinissaient des concepts de base tels que le mouvement, l'armure et le pouvoir de feu. Beaucoup de ces créations fonctionnaient bien dans des situations spécifiques. D'autres échouaient de manière spectaculaire. Tous représentent la preuve réelle d'une époque où la frontière entre l'innovation et la désespoir s'est devenue impossible à distinguer. Le temps était le facteur clé de cette évolution. Contrairement aux périodes de paix où la nouvelle technologie militaire se développait lentement au fil des décennies, la Seconde Guerre mondiale a comprimé des cycles complets de recherche, de développement, d'essais et d'utilisation en des périodes qui duraient rarement plus de 2 ans. Cette accélération a produit de réels progrès qui ont posé les bases de développement ultérieurs, mais elle a également créé un nombre extraordinaire de projets qui, bien qu'ils fonctionnaient, se sont révélés impratique pour une vraie guerre. Le Kromlov était une arme qui tentait de résoudre un problème impossible. Comment tirer autour des coins sans se faire tirer dessus ? Les combats de rue brutaux à Stalingrad avaient enseigné une leçon mortelle. Le premier soldat à tourner un coin vivait rarement pour en parler. Cette dure réalité a poussé les ingénieurs allemands à développer une solution qui défiait les lois fondamentales du vol des balles. Ils voulaient un fusil capable de tirer à un angle permettant aux tireurs de rester cachés derrière un abri. L'idée était venue de rapports du front oriental. Les combats de maison à maison montraient des schémas clairs. La plupart des soldats mouraient en se déplaçant dans des couloirs étroits ou en tournant dans des bâtiments bombardés. Les statistiques de l'armée allemande prouvaient que les unités d'assaut subissaient d'énormes pertes dans ces situations. Pour lutter contre cette menace constante, les dirigeants militaires ont approuvé le développement urgent d'un système qui réduirait le risque dans les combats urbains. La solution devait être facile à transporter, bon marché à fabriquer et compatible avec les armes existantes. Le Kromlov a été conçu pour modifier le fusil d'assaut Sturmgewehr 44. Il permettrait de tirer autour des obstacles sans exposition directe au feu ennemi. La société Krupp a été chargée de concrétiser ce concept. Ils ont conçu des versions avec des courbures de 30, 45, 60 et jusqu'à 90 degrés. Chacune était destinée à des usages différents.
Les versions avec un angle plus raide étaient destinées aux véhicules blindés, notamment dans des angles morts où le ciblage direct était impossible. La version à 30 degrés était la seule produite en quantité significative. Elle offrait le meilleur équilibre entre résistance, précision de tir et durée de vie du canon. Le Krumlov n'était pas simplement un tube courbé, la conception incluait un système de périscope permettant à l'opérateur de viser sans sortir la tête. Cette vue utilisait un ensemble de miroirs montés à des angles et protégés par un boîtier en métal pour éviter des problèmes balistiques. Un rayage spécial a été développé pour guider la balle tout au long de son chemin courbé. Cependant, cette adaptation mettait une tension énorme sur la structure du canon et la balle elle-même. Les tests en laboratoire ont montré que les balles subissaient des dommages progressifs, surtout après plus de 250 tirs par unité. Les ingénieurs allemands ont été confrontés à de multiples défis techniques. L'un des principaux problèmes était que les balles se brisaient à l'intérieur du canon. Dans de nombreux cas, la balle ne pouvait pas supporter le virage forcé à l'intérieur du canon et se brisait. Cela créait un schéma de tir chaotique similaire à celui d'un fusil de chasse. Cela réduisait considérablement la pénétration et affectait la sécurité du tireur. Malgré des tentatives de renforcement de la balle, le problème persistait en raison des lois physiques liées à une telle courbe forcée. Former les troupes exigeait de réapprendre à voir et à viser. Les périscopes inversaient l'orientation spatiale et modifiaient la perception de la profondeur. Les manuels d'utilisateurs comprenaient des exercices spécifiques pour recalibrer la visée et comprendre comment la courbe affectait la trajectoire des balles. Des unités sélectionnées s'entraînaient avec des cibles mobiles et des objectifs protégés par des coins artificiels pour simuler des combats urbains réels. Le Krumlov a montré que même les idées les plus inhabituelles pouvaient avoir une utilité pratique. Mais il a aussi prouvé que la physique a des limites que l'ingénierie seule ne peut surmonter. Lorsque les défenses aériennes américaines sont devenues impossibles à percer avec des avions japonais anormaux, l'arsenal naval de Yokosuka a trouvé une réponse qui a totalement éliminé l'idée de revenir chez soi. Ils ont conçu une bombe volante, pilotée, construite pour surmonter tout intercepteur par sa pure vitesse. C'était le MXY-7 Oka, dont la création a représenté un changement radical dans la pensée des armes de son temps. La logique derrière l'Oka était directe et brutalement pratique. Les chasseurs américains abattaient systématiquement les bombardiers japonais avant qu'ils puissent se rapprocher de leur cible pour cibler. Les bombes normales échouaient contre l'armure renforcée des cuirassés et des porte-avions. Dans cette situation, la seule façon de garantir un impact direct était de combiner l'arme et le pilote en un système unique. Le design de l'Oka a complètement éliminé tout élément inutile. Pas de train d'atterrissage, pas d'instrument pour les voyages de retour, pas de système de navigation de secours. Tout servait un seul but, transporter une énorme charge explosive à la vitesse maximale contre une cible navale. Le corps était construit avec une combinaison d'aluminium et de bois stratifié. Cela répondait au double besoin de légèreté et de disponibilité des matériaux. Cette configuration réduisait le poids sans compromettre complètement la solidité structurelle. La charge explosive centrale de 200 kg d'explosifs était logée dans la partie avant du corps, conçue pour détonner après avoir pénétré la cible. À cette vitesse terminale, même les cuirassés à armure renforcée étaient vulnérables aux impacts directs. L'énergie était fournie par 3 fusées à propergol solide de type 4 développées par Kayaba Kogyo. Chacune brûlait pendant 10 secondes. Ensemble, elles produisaient 800 kg de poussée, suffisant pour amener l'Oka d'une vitesse de vol initiale à plus de 580 miles par heure lors de sa phase finale. Cette accélération brutale la rendait presque impossible à intercepter par les chasseurs américains dans les secondes critiques avant l'impact. Cependant, la conception avait une grave limitation structurelle. L'Oka devait être transporté jusqu'au point de lancement par un bombardier Mitsubishi G4M2 Betty. Cet avion devait se situer à moins de 20 miles de la cible navale avant de libérer l'arme. Pour cette phase, l'Oka descendait en planant jusqu'à une altitude
opérationnel optimal. À ce moment-là, les fusées étaient allumées. Cette complète dépendance en badiabardille aux bombardiers AMR est devenue la faiblesse fondamentale du système. Les bombardiers japonais, lourds et lents, étaient des cibles prioritaires pour les chasseurs américains. Beaucoup ont été abattus avant même d'atteindre le point de libération. Cette situation compromettait le système complet. La perte d'un seul bombardier signifiait la destruction de l'Oka et de son pilote avant même de commencer la mission. Malgré les escorts aériennes de chasseurs Mitsubishi Zero, la supériorité aérienne alliée dans le Pacifique occidental rendait extrêmement difficile l'achèvement réussi du cycle de déploiement. Former des pilotes d'Oka était spécifique et rapide. Beaucoup d'entre eux étaient de jeunes hommes sans expérience réelle du combat. Leur préparation se concentrait sur le contrôle de vol en planée, l'orientation spatiale à grande vitesse et l'identification des cibles navales depuis des altitudes moyennes. Des planeurs sans moteur étaient utilisés pour les instructions initiales. Les commandes de l'Oka étaient délibérément simplifiées, réduites au minimum nécessaire pour ajuster l'élévation et la direction dans les dernières secondes. Il n'existait pas de mécanisme d'évasion. Une fois que la descente commençait, le pilote devenait partie intégrante de l'arme. Le déploiement opérationnel a commencé lors de la bataille d'Okinawa en avril 1945. Les formations se composaient de vagues de bombardiers, chacun portant une Oka en dessous. Au total, le Japon a produit plus de 850 unités, bien que seulement 64 aient été lancées en combat réel. La plupart ont été détruites avant d'atteindre la distance d'activation. Dans certains cas, l'ennemi a réussi à détecter l'approche et à manœuvrer hors de l'angle d'attaque avant l'impact. Néanmoins, les impacts réussis ont montré une puissance destructrice considérable. Le USS Manert El Abel, un destroyer américain, a coulé après un impact direct de l'Orca, marquant la première victime confirmée du système. D'autres navires, bien qu'ils n'aient pas coulé, ont subi de graves dommages structurels. L'explosif a pénétré le pont et a produit des incendies massifs dans les compartiments internes. Les rapports techniques navals de la marine américaine ont noté que la vitesse d'impact de l'Oka dépassait les temps de réaction normaux des systèmes anti-aériens à courte portée, ce qui rendait particulièrement difficile son interception dans sa phase terminale. Malgré ces limitations, des versions améliorées ont été développées, telles que le modèle 22 qui a remplacé les fusées par un moteur à réaction Tsu-11, augmentant considérablement la portée opérationnelle. Cette refonte nécessitait des modifications de la structure du corps, augmentant la capacité de carburant et renforçant des sections clés. Cependant, elle n'a pas été mise en œuvre largement avant la capitulation japonaise. Le Schwerer Gustav n'était pas simplement un gros canon, c'était le symbole extrême d'une logique militaire qui poussait les concepts de puissance de feu, de métallurgie avancée et de logistique opérationnelle à leurs limites. Avec un poids total de 350 tonnes, des obus plus lourds qu'une voiture familiale et une longueur de près de 154 pieds, ce canon ferroviaire représentait le sommet de l'artillerie lourde dans l'histoire de la guerre moderne. En 1934, le haut commandement allemand a demandé à la société Krupp un design qui, sur le papier, semblait être impossible à construire. Il voulait une arme capable de détruire des fortifications en béton renforcées de 23 pieds d'épaisseur ou de pénétrer une armure en acier de 3 pieds d'épaisseur tout en restant hors de portée de l'artillerie ennemie. Cette demande était basée sur des études des défenses françaises de la ligne Maginot. Bien que l'arme n'ait pas été terminée à temps pour être utilisée contre elle, le résultat fut le Gustave, dont la conception nécessitait une réingénierie complète du concept d'artillerie mobile. Le canon avait un tube de 107 pieds de long avec un calibre de 31 pouces. Sa structure nécessitait une double voie ferrée parallèle pour répartir sa masse énorme. 80 roues spéciales montées sur des bogies Creus à 6 caissieux supportaient la charge sur 2 châssis articulés. Cette complexité était nécessaire pour gérer le recul, maintenir l'équilibre lors du tir et fournir de la stabilité sur des terrains variables.
Les munitions du Gustave étaient aussi extraordinaires que sa taille. 2 types principaux d'obus ont été conçus. Un obus explosif pesant 10 livres avec une portée maximale de 29 miles et un autre obus perforant pesant 15 à 650 livres, capable d'atteindre des cibles à 24 miles avec une force capable de pénétrer des bunkers souterrains. Chaque obus nécessitait un chargement avec une grue spéciale et était accompagné de charges propulsives séparées, insérées manuellement par des opérateurs qualifiés. L'opération de chargement seule pouvait prendre jusqu'à 45 minutes. Construire le Gustave constituait un défi métallurgique sans précédent. Krupp a développé des aciers spéciaux avec des traitements thermiques progressifs pour résister aux pressions internes de tir. Le forgeage du tube principal y a pris plusieurs mois et son assemblage nécessitait des installations industrielles personnalisées. Le canon a été testé pour la première fois à Rügenwald où des tirs contrôlés ont été effectués pour vérifier l'intégrité structurelle, la précision et le comportement du recul. Ces essais ont révélé que le canon nécessitait des ajustements constants dans son système de suspension ferroviaire en raison de petites déformations causées par les tirs. Opérer le Gustave exigeait une mobilisation sans précédent. Entre 4000 et 5000 soldats étaient nécessaires, ainsi que plus de 20 wagons spéciaux, des locomotives de traction, des grues d'assemblage et du personnel technique qualifié. Construire la voie parallèle prenait entre 3 à 6 semaines selon le terrain. De plus, des positions défensives, un camouflage, des centres de commandement et de lourdes batteries anti-aériennes devaient être établis pour protéger le site contre les attaques alliées. La seule utilisation opérationnelle du Gustave a eu lieu durant le siège de Sébastopol sur la péninsule de Crimée. En juin 1942, l'arme a été transportée par train à travers la Pologne et l'Ukraine jusqu'au port ferroviaire de Bakhchisaray où elle a été montée sur une voie spéciale construite à cet effet. De là où, entre le 5 et le 17 juin, le Gustave a tiré 48 obus, détruisant de multiples cibles lourdement fortifiées, y compris des dépôts de munitions souterrains et la forteresse de Fort Stalin, qui avait résisté à des attaques conventionnelles. Des cratères jusqu'à 100 pieds de diamètre et des dommages structurels de grande profondeur ont été enregistrés, confirmant que l'arme était techniquement capable de remplir sa fonction originale. C'est ça, cependant, des problèmes pratiques devenaient évidents. La cadence de tir était extrêmement lente, un seul tir toutes les 30 à 45 minutes, en raison du temps de rechargement, de l'alignement et des vérifications de pression. Le canon nécessitait un remplacement de tubes tous les 50 tirs en raison de l'usure interne. S'ajoutait à cela la vulnérabilité du système face à l'aviation alliée. Toute attaque aérienne réussie pouvait rendre l'ensemble de l'opération inutile en quelques minutes, malgré les défenses montées. Une seconde unité a été construite, appelée Dora, qui a été déployée près de Stalingrad, mais retirée avant d'être utilisée. Il n'existe aucun enregistrement confirmé de tir opérationnel de Dora. Le Gustave était techniquement parfait, précis, puissant et structurellement solide. Mais sa conception répondait à un type de guerre statique et planifiée qui n'existait plus en 1942. La guerre moderne exigeait mobilité, adaptabilité et déploiement rapide. Alors que les Panzers allemands avançaient sans opposition efficace à travers les vastes steppes soviétiques en 1941, l'armée rouge faisait face à une limitation critique, le manque d'armes anti-chars capables d'arrêter des véhicules blindés modernes comme le Panzer IV, le Tiger Point ou le Stugträger. Cette pénurie structurelle a conduit à des solutions non conventionnelles. Parmi elles, l'une des plus radicales était l'utilisation de chiens explosifs comme unité anti-blindage vivante. Le projet n'était pas improvisé, c'était le fruit d'une recherche systématique commencée plusieurs années avant le conflit. En 1935, le service canine militaire a commencé à expérimenter l'utilisation de chiens dans des applications militaires offensives. La pensée militaire soviétique anticipait des conflits mécanisés contre des ennemis technologiquement supérieurs, surtout dans des scénarios où les forces soviétiques pourraient se retrouver en infériorité numérique ou en désavantage de puissance de feu. La méthode centrale était basée sur un entraînement par récompense.
Les chiens étaient formés, principalement des bergers allemands et de grands chiens de race mixte, à associer les véhicules blindés à de la nourriture. Pendant des semaines, les animaux étaient nourris exclusivement sous des chars soviétiques stationnaires. Des bruits de moteurs et des mouvements lents étaient ensuite introduits. La progression atteignait de vrais véhicules en mouvement. En théorie, cela créait une réponse automatique. À l'écoute ou à la vue d'un char, le chien se dirigeait instinctivement vers lui à la recherche de nourriture. La charge explosive standard se composait de 22 à 26 livres de TNT installés dans un harnais en toile renforcée. Ce harnais était conçu pour répartir le poids de manière équilibrée et permettre une mobilité totale. Un levier vertical dépassait par-dessus le dos de l'animal, activant le détonateur par contact lorsque le chien se dirigeait sous le châssis du véhicule. Le système n'utilisait pas de temporisateur ni de télécommande dans sa version originale. L'explosion se produisait par contact physique direct. Chaque unité de combat avec des chiens explosifs fonctionnait comme un peloton spécialisé de 27 chiens divisés en escouades de 9, chacune avec ses dresseurs. Ces soldats recevaient une formation spécifique sur la manipulation des chiens, les signaux de déploiement tactique et les procédures d'évacuation en cas d'erreur. Le transport vers le front se faisait dans des camions gaz AA adaptés avec des compartiments ventilés. Les animaux étaient déchargés à courte distance des lignes allemandes et libérés à la réception de signaux visuels ou sonores. Le premier déploiement significatif a eu lieu à l'automne 1941 lors des opérations défensives avant la bataille de Stalingrad. Des rapports opérationnels de la 62e armée font état de la destruction de 3 véhicules allemands lors d'une attaque coordonnée. Cependant, des problèmes critiques sont rapidement apparus. De nombreux chiens entraînés avec les chars soviétiques ne faisaient pas la différence entre les véhicules blindés ennemis et amis. Plus d'une fois, les animaux ont retourné vers les tranchées soviétiques, déclenchant la charge dans les positions alliées et causant des pertes significatives. Dans la campagne du Caucase, une unité du front transcaucasien a échoué totalement. Sous un feu d'artillerie intense, les chiens se sont déconcertés, ont couru dans plusieurs directions et ont provoqué des explosions incontrôlées. Les pertes comprenaient à la fois le personnel soviétique et leurs propres animaux. Ces événements ont confirmé l'une des limitations structurelle du système, l'impossibilité de contrôler le comportement animal dans des conditions de combat réelles. Le haut commandement allemand ne tarda pas à réagir. Des contre-mesures spécifiques ont été mises en place. L'ordre a été donné de tirer immédiatement sur tout chien aperçu dans les zones de combat. Des patrouilles de chasse aux chiens ont été établies et des bulletins tactiques ont été publiés pour avertir de l'utilisation possible d'animaux comme mines mobiles. Cependant, il était difficile de distinguer entre les animaux civils et ceux entraînés dans les zones rurales du front oriental, réduisant l'efficacité de ces mesures. Malgré des échecs initiaux, le programme s'est poursuivi. Des modifications techniques ont été introduites pour améliorer la fiabilité. Une version mise à jour du harnais incluait un relâcheur automatique de charge si le chien n'atteignait pas une cible dans un temps estimé. Une autre variante incluait une détonation à distance via un câble ou une fréquence radio, bien que cette technologie fût limitée par les interférences et la fragilité de l'appareil dans des combats réels. Pour améliorer l'identification des cibles, les chiens ont été entraînés à l'aide de véhicules allemands capturés, évitant ainsi la confusion avec les unités soviétiques. Le plus grand déploiement documenté de chiens explosifs a eu lieu durant la bataille de Kursk en 1943. Plus de 300 chiens ont été utilisés dans des attaques massives contre les unités blindées allemandes du groupe d'armées centre. Les résultats ont été mitigés. Bien que 16 chars aient été endommagés ou détruits selon les chiffres du soviétique, de nombreux animaux sont morts avant d'atteindre leur cible ou ont explosé hors de portée. Même ainsi, la présence de chiens explosifs sur le terrain a créé un effet dissuasif psychologique parmi certaines unités allemandes. D'un point de vue technique, les chiens explosifs représentaient une arme à haut risque avec des performances variables. Leur succès dépendait de facteurs imprévisibles tels que la météo, la visibilité, l'état mental des animaux et l'évolution de la situation tactique. Contrairement aux mines statiques ou aux armes anti-chars
char portable. Le chien était une plateforme semi-indépendante peu fiable. Mais son coût de production était bas, nécessitait peu de technologie avancée et sa formation pouvait être complétée en quelques semaines, ce qui le rendait viable pour une armée avec des ressources limitées. La lettre qui a changé le cours de la guerre biologique est arrivée à Franklin Roosevelt d'un endroit inattendu. Le cabinet dentaire du docteur Little S. Adams en Pennsylvanie. Après avoir observé des chauves-souris dans les grottes de Carlsbad, Adams a proposé une idée si folle que le président l'a considérée assez dingue pour fonctionner. Le plan était de convertir des mammifères volants en porteurs de bombes incendiaires contre des villes japonaises en bois et en papier. Roosevelt a envoyé la proposition au ministère de la Guerre, lançant le projet X-Ray sous la supervision du Dr Louis Feather du laboratoire de chimie de Harvard. L'expérience précédente de Feather avec le napalm faisait de lui le candidat idéal pour résoudre les défis techniques liés à la fabrication d'armes incendiaires suffisamment petites pour être transportées par des chauves-souris. La sélection des espèces s'entame à se concentrer sur les chauves-souris à queue libre mexicaines, abondantes dans le sud-ouest américain. Ces animaux avaient des caractéristiques idéales, une capacité de charge significative par rapport à leur taille, un comportement de refuge prévisible dans les structures et une résistance aux variations d'altitude et de pression lors du transport aérien. Chaque bombe incendiaire pesait un peu plus d'une demi-once, contenant du napalm concentré suffisant pour déclencher des incendies dans des matériaux combustibles. Des minuteries chimiques fournissaient des délais de 20 à 30 minutes, permettant aux chauves-souris de trouver refuge dans des structures avant l'ignition. Les systèmes de fixation utilisaient moins de petits clips et des colliers chirurgicaux qui ne perturbaient pas la mobilité naturelle. Des contenants cylindriques spécialisés conservaient jusqu'à 1040 chauves-souris en hibernation forcée par un refroidissement contrôlé. Cette approche profitait des réponses corporelles naturelles aux températures réduites, les maintenant inactives lors des vols de bombardement. Des systèmes de parachute contrôlaient la vitesse de descente pour une dispersion progressive dans des modèles qui maximisaient la couverture du terrain ciblé. Des tests à Muroc, en Californie, comprenaient des évaluations comportementales et après hibernation artificielle, mais l'analyse des modèles de dispersion aérienne et la vérification des minuteries dans des conditions variables. Les expériences ont confirmé que les chauves-souris suivaient leurs instincts de refuge naturel, cherchant des espaces sombres typiques des greniers et des sous-sols où les incendies pouvaient se propager rapidement. En mai 1943, une évasion accidentelle à la base aérienne de Carlsbad a prouvé accidentellement l'efficacité destructive. Plusieurs chauves-souris équipés de dispositifs incendiaires se sont réfugiés dans des hangars de base, déclenchant des incendies incontrôlés qui ont détruit des installations de maintenance. Cet incident, documenté comme une vérification involontaire, a renforcé la confiance dans la viabilité technique du concept. Plus tard, des tests contrôlés ont utilisé des maquettes de villes japonaises reproduisant des méthodes de construction traditionnelles. Les résultats ont confirmé qu'un bombardier B-24 chargé de conteneurs pouvait déclencher plus de 3500 incendies simultanés répartis sur une vaste zone urbaine, surpassant toute attaque incendiaire conventionnelle. Cependant, maintenir d'importantes populations de chauves-souris nécessitait des installations spécialisées, un personnel formé et des systèmes d'alimentation qui exigeaient des ressources significatives. La coordination avec les opérations de bombardement posait des complications liées au timing, à la navigation et aux procédures de libération qui nécessitaient d'importantes modifications des aéronefs. Le facteur temps s'est avéré critique. Alors que le projet X-Ray progressait, le projet Manhattan avançait vers une production nucléaire qui promettait des capacités destructrices supérieures à tout système conventionnel.
opérationnel. En août 1944, le général Leslie Groves a demandé une priorité absolue pour les ressources, ce qui a entraîné l'annulation officielle du programme de chauffage à souris. La décision reflétait des calculs stratégiques qui priorisaient la concentration nucléaire par rapport aux approches expérimentales. Les analystes concluaient que, bien que techniquement viable, le système nécessiterait des périodes de développement qui excédaient les calendriers opérationnels pour mettre fin à la guerre pacifique. Peu d'armes dans l'histoire militaire ont combiné une ambition technique extrême avec des résultats spectaculairement catastrophiques, comme le Great Panjandrum. Cette roue explosive propulsée par fusée représentait le sommet de l'expérimentation britannique durant les préparations pour le débarquement de Normandie. C'était un dispositif qui promettait de révolutionner la guerre côtière, mais se révélait finalement plus dangereux pour ses opérateurs que pour l'ennemi. La direction du développement des armes diverses a conçu le Panjandrum comme une solution radicale pour les défenseurs côtières du mur de l'Atlantique. Les planificateurs ont reconnu que les murs en béton allemand et les obstacles anti-chars nécessiteraient d'énormes charges explosives placées avec précision. C'était une tâche qui dépassait les capacités de l'artillerie navale ou des bombardements aériens conventionnels. La configuration consistait en 2 énormes roues en contreplaqué de 10 pieds de diamètre reliées par un essieu central contenant 4000 livres d'explosifs de haute puissance. Des fusées de cordite installées radialement autour du bord fourniraient une poussée directionnelle, théoriquement propulsant le dispositif à travers la plage vers les fortifications cibles. Le concept opérationnel supposait un lancement depuis des navires et en eau peu profonde suivi d'un mouvement autopropulsé par activation synchronisée des fusées. Sans système de commande à distance ni direction active, la trajectoire dépendait entièrement d'un chronométrage précis et d'une résistance uniforme des roues sur des surfaces variables. Cette dépendance à des conditions idéales est immédiatement devenue la faiblesse fondamentale du système. Les essais ont commencé en septembre 1943 à Westward Ho, Devon, une plage choisie pour sa similitude topographique avec la Normandie, mais sa nature non classifiée a permis une observation non autorisée par des civils et même un tournage par Path News. Le premier essai a révélé des problèmes catastrophiques. L'iniquité d'allumage des fusées a causé des rotations incontrôlées, une forte inclinaison latérale et une perte totale de direction. Le Panjandrum a tourné violemment, a dévié de son parcours prévu et s'est arrêté lorsque de multiples fusées se sont détachées en raison de forces de rotation excessives. Les tentatives de correction ont inclus une 3e roue stabilisatrice centrale et des câbles de guidage reliés au contrôle côtier. Ces modifications ont introduit des complications supplémentaires sans résoudre les problèmes fondamentaux. La 3e roue interférait avec la capacité à franchir des obstacles, tandis que les câbles s'emmêlaient avec les fusées tournantes et se brisaient durant les premières phases de mouvement. Le détachement de fusées pendant l'opération créait des dangers extrêmes pour les observateurs et le personnel technique. Les fusées libérées volaient de manière imprévisible avec du carburant non brûlé, frappant des positions d'observation et forçant des arrêts temporaires pendant que des règles de sécurité étaient révisées. La démonstration la plus documentée a eu lieu devant des officiers supérieurs et des représentants du ministère de l'Approvisionnement, conçu pour montrer la viabilité avant approbation pour production. Le Panjandrum a parcouru à peine 130 pieds avant de connaître un échec catastrophique. Multiples fusées se sont détachées simultanément, provoquant une perte totale de puissance et une détonation partielle des explosifs en raison de dommages au système de sécurité. Les observateurs officiels ont conclu que le dispositif présentait des risques inacceptables pour les forces alliées. Ceux-ci incluaient des détonations prématurées, des trajectoires imprévisibles vers ses propres troupes et des fragmentations dangereuses dans des zones densément occupées par des militaires. L'évaluation finale a déterminé qu'aucune modification réalisable ne pouvait résoudre les limitations fondamentales de stabilité et de contrôle. Le programme a été officiellement annulé en 1944, libérant des ressources pour des projets ayant une plus grande probabilité de contribuer efficacement aux opérations de Normandie. Aucun Panjandrum n'a été déployé lors du débarquement en Normandie.
Les prototypes ont été démontés avec des matériaux récupérables redirigés vers des systèmes conventionnels. Le Great Panjandrum montre parfaitement comment l'ambition technique sans une considération adéquate des principes physiques fondamentaux peut produire des systèmes qui, bien que conceptuellement innovants, échouent de manière spectaculaire dans l'application pratique. Dans le sous-sol du musée des chars de Kubinka repose l'un des mystères les plus profonds de la Seconde Guerre mondiale. Un véhicule blindé de configuration sphérique dont le but, l'origine spécifique et les circonstances opérationnelles défient dans ces décennies, des décennies alors le seul exemple connu de Kugelpanzer représente l'exemple le plus extrême de l'expérimentation allemande dans la conception de véhicules. C'est un artefact qui semble plus approprié pour la science-fiction que pour les champs de bataille historiques. Les troupes soviétiques ont découvert cette énigme lors de l'occupation de la Mandchourie en août 1945. Bien que les circonstances exactes demeurent non documentées, des preuves circonstancielles suggèrent la découverte dans des installations japonaises, possiblement à la suite de transferts de technologie de l'Axe. Celles-ci incluaient des torpilles avancées, des moteurs à fusée et d'autres développements allemands transportés par des sous-marins type XD. Les dimensions confirment un design pour une opération individuelle. 5 pieds de haut, de long, 3 pieds de large. La configuration structurelle est basée sur 2 roues métalliques complètement fermées, formant les côtés, reliés par un compartiment cylindrique central contenant la cabine de l'opérateur. Un roller stabilisateur arrière empêche le véhicule de se retourner lors de mouvements irréguliers. La protection blindée est délibérément légère, entre 5 et 8 mm d'épaisseur, suffisante uniquement contre des projectiles ou des tirs d'armes légères à courte distance. Cette limitation indique clairement que le véhicule évitait le combat direct, suggérant des rôles mettant en avant la discrétion, la reconnaissance ou un soutien spécialisé plutôt que la capacité à combattre en première ligne. L'accès nécessite d'adopter une position presque fétale à l'intérieur de l'espace extrêmement confiné, limitant considérablement la durée opérationnelle en raison de la fatigue physique et de la claustrophobie. Cette configuration indique une utilisation prévue pour des missions brèves ou des applications spécialisées, justifiant des limitations extrêmes d'habitabilité. La vision est fournie par une fente avant protégée par un couvercle coulissant, mais sans systèmes optiques avancés, de viseurs télescopiques ou d'équipements de visée typiques des véhicules militaires. Cette absence suggère une dépendance à l'observation directe, limitant l'efficacité dans des conditions de visibilité réduite. Aucun point de montage identifiable pour des armes n'existe, bien que la spéculation suggère un espace possible pour une mitrailleuse légère alignée avec la fente de vision. Cependant, l'absence de preuves physiques de système d'armes, d'ammunition ou de mécanismes de contrôle renforce les conclusions selon lesquelles il n'était pas conçu pour le combat direct. Le système de propulsion d'origine avait été retiré ou jamais achevé lors de la capture, compliquant l'analyse des capacités de mobilité. Des évaluations techniques suggère aucun petit voiture de moto aurait fourni une puissance adéquate avec une transmission différentielle contrôlant les roues latérales pour des manœuvres directionnelles. L'absence de suspension conventionnelle indique une dépendance sur de grandes roues pour l'absorption des chocs. Des marques de fabrication confirment une origine allemande associée à Krupp, mais aucun registre n'existe dans des archives déclassifiées documentant des spécifications, des numéros de production ou des assignations opérationnelles. Cette absence suggère une classification extrême ou un développement sous une autorité spéciale qui a évité des canaux administratifs normaux. La théorie la plus convaincante propose une utilisation comme véhicule de reconnaissance pour une infiltration furtive tirant parti de son profil visuel inhabituel qui confondrait l'identification à distance. La forme sphérique fournirait un camouflage efficace lorsqu'elle est immobile, surtout dans un terrain dense où elle pourrait être confondue avec des formations naturelles. Des théories alternatives suggèrent une utilisation comme véhicule de liaison pour des communications entre des positions isolées, tirant parti de sa taille compacte pour se déplacer dans des tunnels, des tranchées ou des zones urbaines où des véhicules conventionnels ne pouvaient pas opérer.
Une troisième hypothèse propose une fonction défensive spécialisée pour des installations critiques, comme des aérodromes ou des dépôts, où une patrouille périmétrique fournirait une surveillance continue sans personnel dédié. Le design compact permettrait une opération dans des espaces confinés typiques des installations souterraines ou des bunkers. La présence en Mandchourie confirme le transfert d'Allemagne dans le cadre d'échanges technologiques qui incluaient divers prototypes transportés par des sous-marins allemands. Le fait qu'un seul exemple ait été découvert suggère qu'il n'a jamais progressé au-delà de la phase expérimentale ou que sa production était extrêmement limitée. Le Kugelpanzer demeure comme une preuve réelle de l'expérimentation radicale allemande lorsque la pression opérationnelle et l'idéologie des armes miracles ont poussé l'exploration de concepts défiant les principes établis de la conception de véhicules. Sa conservation à Kubinka garantit que les générations futures puissent étudier les preuves physiques d'une des expériences les plus inhabituelles dans le développement de véhicules blindés. Elle fournit des perspectives sur les limites de l'innovation technique en temps de guerre totale et la volonté des organisations militaires d'explorer des solutions radicales lorsque les méthodes conventionnelles semblent inadéquates face à des défis opérationnels spécifiques. Ces armes et véhicules représentent bien plus que des expériences ratées ou des innovations réussies. Ils nous montrent ce qui se passe lorsque la créativité humaine rencontre les pressions désespérées de la guerre totale. Ils nous rappellent que dans les moments les plus sombres de l'histoire, la frontière entre le génie et la folie devient très fine. L'héritage de ces armes inhabituelles perdure dans la technologie militaire moderne. Les principes derrière les missiles guidés, les munitions de précision et les systèmes sans pilote tracent par leurs racines à l'expérimentation sauvage de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, les idées les plus folles s'avèrent être les plus importantes de toutes.